Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons analyser l'ordinateur tout pourri pour le poisson d'avril, cette espèce de truc bizarre et tout ça, et on va tout simplement parler de ce qu'il y a là-dedans, en gros, c'est-à-dire tous les petits trolls que j'ai mis là-dedans, littéralement toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire, vous expliquer voilà ce qu'il faut faire en vrai, etc. pour ceux qui savent pas, décrire l'intégralité de toutes les erreurs qu'il y avait là-dedans, parce qu'il y en a plein, et il y en a certainement certaines sur lesquelles vous êtes passé complètement à côté, et parce que c'était trop subtil, ça se voyait pas beaucoup, ce genre de truc. Notamment un truc que j'ai cru voir que tout le monde était passé à côté, et pourtant je pensais qu'elle était relativement visible, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, donc je vais vous décrire tout ça, parce qu'il y a encore plus d'horreur dans ce PC que vous ne le pensez. Et aussi, on va parler aussi de ce qui ne sont pas des erreurs, parce qu'il y a des trucs là-dedans qui peuvent avoir l'air d'être des erreurs, mais en réalité, ce sont des choses qu'on peut faire, ça pose pas de problème, mais que personne ne fait, parce qu'ils ont peur que ce soit problématique ou je ne sais pas quoi, mais en réalité, ça ne pose absolument aucun problème. Donc tout d'abord, on va parler de quelques petits trucs, c'est des choses que j'ai pas pu mettre dans le PC pour faire ma vidéo. Alors j'ai été un petit peu limité dans le temps, et aussi avec le matériel que j'avais, et il y a quelques trucs que j'ai pas pu faire. La première chose, c'est installer un système d'exploitation dessus, parce que je voulais installer le meilleur système d'exploitation de tous les temps encore aujourd'hui pour pouvoir jouer avec un PC. C'est bien entendu Windows XP Black Edition SP4. Voilà, bon, enfin un truc complètement, voilà, c'est une version de Windows XP amateur avec dedans plein de patchs bizarres et des trucs comme ça. Et donc, ça j'ai pas eu le temps de le faire, parce que voilà, pas eu le temps. Par contre, je peux vous dire que cet ordinateur fonctionne pour de vrai. C'est ça qui est marrant, c'est que cet ordinateur sert de preuve que même si on fait n'importe quoi au montage de son ordinateur, bien franchement, ça marche quand même, à moins d'avoir un truc en panne dedans. Logiquement, ça devrait quand même marcher. À la place, juste démarrer sur le BIOS, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, parce que la pile de la carte mère est foutue, et j'ai eu la flemme de brancher un clavier pour la vidéo, donc j'ai pas pu faire F1 pour que ça démarre jusqu'au bout. Mais bon, voilà, donc marche parfaitement bien, et ce, malgré toutes les erreurs monumentales que j'ai fait, dont une qui est limite dangereuse au montage de cet ordinateur. Donc d'abord, parlons de ce que je n'ai pas pu mettre dedans. Alors au départ, je comptais utiliser un boîtier complètement pourri, que j'allais découper moi-même et coller n'importe comment une plaque de plexiglas dessus. Donc ça, j'ai pas pu le faire parce que pas eu le temps, et deuxièmement parce que j'ai pas réussi à remettre la main sur ma plaque de plexiglas, donc tant pis. Un autre truc, c'est que j'ai retrouvé quelques autres petites grilles comme ça, je comptais en mettre au bout de chaque ventilateur pour faire genre c'est obligatoire, alors que ça sert absolument à rien. Pour information, ce sont les petites grilles qu'il y a sur les vieilles alimentations. Ça servait à l'époque, autrefois c'était pas dessiné directement, attendez, je vais vous montrer le truc. Donc voilà une conception relativement récente pour une alimentation. Vous voyez qu'il coupe le métal, ou il le moule d'une telle façon qu'il y ait déjà la grille dans le métal. Ça permet d'économiser un peu d'argent. Autrefois, il faisait un truc avec juste une grande découpe, et en vissant le ventilateur, il mettait ça par-dessus. Voilà. Et à quoi ça servait ? Ça servait à faire en sorte que si jamais il y a un fil qui passe devant et tout ça, ça l'empêche de se prendre dans l'hélice du ventilateur. Voilà, c'est tout. Ça sert à rien d'autre que ça. Et ça empêche aussi de mettre les doigts dans l'alimentation, parce que c'est quand même du 220 volts. Pour le reste des ventilateurs, on s'en fout, hein. Le pire que vous risquez, c'est de vous faire un peu mal aux doigts, quoi. Ensuite, je voulais relier un disque dur, alors ça a été coupé au montage, mais j'ai relié un SSD avec un câble Serial-ATA de 15 km de long. Je voulais aussi, pour la blague, mettre un deuxième disque dur avec le câble Serial-ATA le plus petit que j'ai trouvé. Il y a encore plus petit que ça, il y a ceux qui sont dans la Xbox 360 ou dans les boîtiers externes. Ensuite, il y a ce truc, c'est un petit ventilateur pour mémoire vive, mais j'ai absolument pas trouvé comment ça se branche, et je me suis dit, je vais le poser sur la RAM, et puis ensuite, en basculant le truc, il va tomber dans le boîtier. J'aurais pu faire ça, mais bon, au final, je l'ai pas fait. Alors, le fait d'utiliser un autre boîtier aurait fait que j'aurais eu des emplacements en façade. Donc je voulais mettre ce ventilateur complètement bidon qui se met dans un emplacement de lecteur CD. Je voulais mettre un rack disque dur bien vieillot des années 90, l'indispensable lecteur de disquette bien sûr, ainsi que le lecteur CD bien laid, bien jauni et tout ça de manière non uniforme, et qui en plus de ça est blanc sur une façade noire. Et je voulais aussi mettre ceci, qui est le disque dur le plus gros du monde. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un Quantum Bigfoot, c'est un disque dur qui prend la taille d'un lecteur de CD. C'est immense, et ça fera l'objet d'une vidéo séparée, parce que je pense que ça pourrait être marrant de faire une vidéo informatique du passé là-dessus. Donc voilà, maintenant, dépeçons cet ordinateur. Alors la première chose évidente, bien sûr, c'est la cuvette de chiottes, hein. Ça c'est juste pour ceux qui auraient pas compris que c'était le 1er avril, en regardant le début de la vidéo. Pourtant c'était mon
mon avis obvious à partir du début pratiquement, voire même à partir de la miniature pour ceux qui ont un minimum de... Voilà. Mais sinon, bon, ça aurait pu passer pour être juste quelqu'un de très incompétent, mais à partir de là, c'est juste complètement impossible. Alors vous voyez que vous avez une ventilation anale, on va appeler ça comme ça, il n'y a pas d'autre façon de le dire, hein. Ça c'est parfait, hein. Si vous pétez dedans, ça envoie partout dans toute la pièce, c'est génial, vous en faites profiter tout le monde. Enfin bref, voilà, donc c'est génial. Franchement, quand j'ai vu que ça s'alignait parfaitement avec la cuvette de chiottes, le ventilateur, je me suis dit franchement, c'est parfait, quoi. Ça c'est un truc qui vient, trouver ça, quoi, une cuvette de chiottes qui a jamais servi ou je ne sais pas quoi, enfin bon, quelque chose qui est dans le KGB, j'avais oublié son existence. Alors, je vous rassure, j'ai pas trop martyrisé ce pauvre boîtier pour rajouter cette cuvette de chiottes, hein. Alors oui, c'est bien vissé en dessous, hein, je l'ai carrément fixé à la réglementaire, hein, on va dire. Et donc, vous allez voir quand je vais l'enlever, la seule chose que j'ai fait, c'est juste augmenter, enfin, faire sauter quelques mailles pour augmenter la taille des trous, ici et là. Comme vous le voyez, ça fait pile la largeur du boîtier, quoi. Il y a pas 1 millimètre de trop ou je ne sais pas quoi. Quand j'ai vu que ça pouvait passer, je me suis dit oh parfait, alors là c'est génial. Alors, vous voyez, donc bon voilà, j'ai juste fait sauter un maillon, vous voyez, ça fait une sorte de truc façon ruche, quoi. Et donc en faisant sauter un petit peu, on fait un trou plus grand, c'est tout. Voilà, donc ça passe. Et puis bon, maintenant que c'est enlevé, c'est pas si inélégant que ça. Alors sinon maintenant je vais parler du boîtier, parce que ce boîtier, tout le monde m'a dit dans les commentaires ou presque, tout dans ce PC est absolument à chier, sauf le boîtier. Mais je vais vous dire quand même que ce boîtier n'est pas terrible. Le problème avec ce boîtier, c'est que beaucoup de personnes le confondent avec le Fractal Design Define R5, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Celui-là, ce n'est pas celui-là, c'est le Define S. Et ce boîtier-là est légèrement différent sur certains points. Par exemple, il a que 2 USB en façade, ce qui est à chier, un USB 3 et un autre USB 3, il n'y a pas du tout d'USB 2, donc si vous mettez une carte mère un peu trop ancienne dedans, vous ne pouvez pas booter sur l'USB de façade, c'est dommage, mais c'est pas si grave que ça, même si il y a certainement certaines personnes, comme moi par exemple, qui ont voulu mettre dans ce boîtier une carte mère socket 1366, avec un Xeon Seeker et des trucs comme ça, des trucs qui sont pas dépassés, mais qui commencent quand même à être suffisamment anciens pour que l'USB 3 dedans soit un USB 3 rajouté par-ci par-là, comme ça, par le constructeur, mais qui soit pas intégré au chipset. Du coup, il est pas démarrable, obligé de mettre un truc en arrière. Donc ça, c'est un peu bête, mais le problème surtout, c'est qu'il y en a que deux USB en façade, ce qui est nul. Tout simplement nul. En plus de ça, vous voyez dans quel sens ils sont mis ? Ils sont mis comme ceci. Et ça, c'est à chier, parce que vous avez une clé USB un peu trop large, et bien vous la branchez, vous bousillez l'accès au deuxième. Il y avait largement assez de place pour faire en sorte de les mettre côte à côte, comme ça, avec un espacement de 1 cm, ou d'en mettre 4 alignés, ça marche aussi. Comme sur le Define R5, justement, qui en a 4, comme ça, 2 USB 2, 2 USB 3, et là, ça poserait aucun problème. Mais là, on est obligé de brancher un truc, et là, ça bouche le truc. Donc, on est obligé de prendre 2 petites rallonges USB pour pouvoir mettre les trucs au bout, si vous avez une clé USB très légèrement trop large, parce que vraiment, clairement, il n'y a pas beaucoup d'espace là-dessus. Et maintenant que l'on branche plein de trucs en USB, alors qu'autrefois, on branchait presque rien, maintenant qu'on branche plein de trucs en USB, franchement, c'est dramatique. Si vous voulez brancher, par exemple, je sais pas, il y a certains adaptateurs pour mettre des cartes SD, par exemple, ou des trucs de genre, vu qu'il n'y a pas de baie en façade, on peut vouloir utiliser une version USB d'un lecteur machin, parce qu'on pourra pas le mettre en façade, et ben c'est généralement trop large, ça bouche les deux. Donc voilà, bon bref, ça c'est un problème que je trouve assez dramatique quand même, parce que ça aurait été réglé avec très très peu de travail, quoi. Ensuite, le deuxième truc, c'est que comme je le disais dans la vidéo, et ça c'est pas forcément faux, je trouve le dessus, une fois qu'on a enlevé les plaques, pas tellement élégant, vous voyez, c'est juste un grand trou. Un grand trou avec des attaches, c'est pas uniforme. Si ça avait été ce même motif partout, même sur les bords, etc., de telle manière qu'on voie pas des découpures comme ça, avec des trucs, enfin bon voilà quoi, si ça avait été parfaitement uniforme, ça aurait été mieux déjà. Mais non, là on voit bien clairement que c'est fait pour être une plaque, et qu'elles ont été enlevées. Je trouve pas ça particulièrement élégant. Mais le deuxième problème aussi, c'est qu'ils donnent pas de plaques supplémentaires avec des trous, par exemple, pour pouvoir reboucher. Non. Si vous les enlevez, bah c'est comme ça. Et voilà, bon, voilà. Mais surtout, le deuxième problème, c'est que ce boîtier n'est pas assez aéré.
si vous mettez un water cooling en façade. Parce que là, vous voyez, il y a un water cooling en façade, ça prend beaucoup de place, c'est très gros, etc. Mais le problème, c'est que si vous poussez l'air à travers le water cooling, vous faites passer l'air dans ce sens-là, et que de l'autre côté, ça ventile comme ça, et le boîtier d'alimentation aussi ventile dans ce sens-là, eh bien, vous avez aucune prise d'air, à part en bas, une maigre prise d'air de rien du tout. Eh bien, rien que le fait d'enlever le dessus, sans mettre aucun ventilateur, ni en bas ni au-dessus, pour information, mais rien que le fait d'enlever les trucs au-dessus, juste celle du milieu par exemple, eh bien, fait gagner 5 degrés sur le processeur si vous utilisez cette configuration water cooling. Si vous faites rentrer l'air par le devant pour l'aspirer comme ça, pour ensuite aller dans l'autre sens, etc., pour avoir un flux d'air qui soit comme ça, quoi, eh bien le problème c'est que les ventilateurs sont généralement pas très bons en aspiration à travers un radiateur. Il vaut mieux les faire souffler à travers. On peut pas mettre les ventilateurs de ce côté-là pour qu'ils soufflent à travers par l'autre côté. Donc ça c'est un peu con aussi. Donc voilà, encore un autre problème qui était facilement réglable si ça avait été mieux fait, genre s'il y avait des emplacements ventilateurs là, mais il y en a pas. Donc si on prend en aspiration, bah là déjà vous perdez de l'efficacité sur le radiateur. Bon, à savoir que là, nous avons un radiateur tellement grand que, bon, même en aspiration, c'est pas grave, il y aura suffisamment d'efficacité pour que ça refroidisse comme il faut. Mais voilà, c'est quand même un léger problème. Oui, pourquoi ça perd en efficacité ? Parce que quand vous soufflez, l'air est très dirigé, alors que quand ça aspire, l'air n'est pas dirigé du tout, donc ça a tendance à aspirer sur les côtés, parce que le radiateur d'un water cooling, généralement, c'est tellement fin, les petites ailettes, que ça fait trop de résistance à l'air. Du coup, ça va prendre l'air par où c'est plus facile de la prendre. C'est-à-dire, en gros, là où c'est mal joint entre le radiateur et le ventilateur. Donc bon, c'est un peu bête. Du coup, on est obligé, si on met un water cooling devant, pour résumer, d'ouvrir le dessus. C'est dommage parce que c'est un boîtier insonorisé. Chacune des plaques qui sont dessus, en réalité, sont des plaques avec une petite épaisseur de mousse pour empêcher le son de sortir. Donc voilà, bon. Donc le Define R5 n'a aucun problème là-dessus parce que de toute façon, on peut mettre un water cooling en face, mais le Define R5 permet aussi de mettre un water cooling derrière, tout comme celui-là d'ailleurs. Mais l'espace ici n'est pas gâché si vous mettez pas de water cooling ici, dans le Define R5, parce que le Define R5, il a des emplacements pour disque dur qui se trouvent ici, des emplacements pour disque dur, des emplacements pour lecteur CD, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est un boîtier qui est clairement conçu pour être utilisé en priorité avec un air cooler ou un petit water cooling derrière. À savoir qu'un water cooling d'un seul emplacement, c'est largement suffisant, quoi. Ça change rien pratiquement. Et un air cooler, vous savez, un truc standard, ça marche très bien aussi. Il y a franchement aucun intérêt à foutre ça devant et avoir un truc aussi gros pour refroidir un processeur, même un truc avec 6 cœurs, etc. Enfin, ou ce genre de truc. Franchement, il n'y a aucune raison. Donc bref, on a assez parlé du boîtier. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un boîtier correct, mais malheureusement, le fait qu'il soit totalement orienté water cooling, alors que son design de base d'origine, qui est le design du Define R5, c'est un Define R5 version water cooling uniquement, en fait, eh bien, le fait que son design de base n'a pas été fait pour ça à l'origine, et il a été modifié à l'arrache pour en faire une version water cooling uniquement, et on sait pas pourquoi, avec des petites fonctions moins bien, comme par exemple les prises en façade, où on sait pas pourquoi il y a 2 USB qui ont disparu. Donc voilà, maintenant on va regarder l'intérieur. Alors là, franchement, c'est là où il y a la plus grande fête du n'importe quoi. Donc déjà, vous pouvez voir la cacophonie des tailles de ventilateurs sur le dessus, ça, c'est n'importe quoi, bien sûr. Alors commençons par ce qui est le plus évident dans ce bazar, ce tas de fils. Vous imaginez bien que ça a pas dû être facile de faire démarrer ce machin sans qu'il n'y ait pas un seul fil coincé dans les ventilos, quoi. Franchement, c'est incroyable. Et vous voyez par exemple ici le câble Serialata que je vous ai dit qui a été coupé au montage, le câble Serialata de 15 km de long. Qui est relié de l'autre côté du boîtier parce que ce boîtier, les disques durs se mettent sur la plaque extérieure. Alors ça aussi c'est l'un des petits concepts un peu bizarres qu'il y a dans ce boîtier là, les disques durs à plateau se mettent ici, collés les uns derrière les autres là sur cette longueur là. Bon, on va pas critiquer, c'est une idée comme une autre, de toute façon où auraient pu aller les disques durs si on doit laisser l'intégralité de la façade libre, mais bon. Donc, voilà, on va enlever tous ces câbles pour qu'on y voie un peu plus clair. Alors, une des subtilités que vous avez peut-être pas forcément dû voir en regardant la vidéo comme ça, c'est que en dehors des 2 prises de la carte mère et des disques durs que j'ai coupés au montage, tout est branché, y compris la carte graphique, tous les ventilateurs et tout ce qui se branche sur prise Molex, etc., se branche sur une seule et unique prise du bloc d'alimentation. Une seule et unique. Vous débranchez ça, vous débranchez tous les ventilos et la carte graphique. Regardez-moi ça comme c'est n'importe quoi.
tous les adaptateurs mis les uns au bout des autres, notamment un splitter pour avoir deux molex à partir d'une seule, branché sur une des parties de l'adaptateur pour la carte graphique qui se trouve ici, à savoir que le bloc d'alimentation a une prise comme ça d'ailleurs, en parlant de ça, donc ça n'a aucun intérêt ce truc, c'est complètement débile, donc voilà, et qui est branché ensuite à un autre splitter, qui est branché sur l'autre partie du truc pour enfin voilà, ensuite ça va ici, donc ça c'est un truc d'un des ventilateurs, qui est ensuite branché à ça, qui était branché au néon, mais le néon s'est débranché rien qu'en bougeant les fils. Donc voici le fameux néon que j'ai juste foutu n'importe comment dans le boîtier, hein. Vous avez sûrement dû voir que je n'avais plus rien à foutre. Bon bref voilà, donc bon hop, avec un splitter en Y là ici, un vrai quoi, comme quoi il y en a un quand même dans tout ce truc, parce que quelqu'un m'a dit oh mais ça coûte rien, t'aurais pu en mettre etc, en se disant si c'était bon, quelqu'un qui a dû pas comprendre que c'était un poisson, et donc voilà, bah oui il y en a un quand même dedans, et le reste c'est juste la garlande la plus longue d'adaptateurs empilés les uns sur les autres, quoi. Alors maintenant on va parler un petit peu des ventilateurs, et ça me fait penser que quelqu'un m'a demandé d'allumer cette machine et de mettre un micro à côté pour voir le bruit que ça fait. Et bien vous savez quoi, en fait le problème c'est que cet ordinateur fait pas plus de bruit que n'importe quoi d'autre, parce que ce sont que des ventilateurs basse vitesse en réalité. Alors j'ai pas fait exprès, hein, j'ai juste pris des ventilateurs au hasard, et il s'est trouvé que en réalité ça faisait pas tant de bruit que ça fait pas plus de bruit que... En fait j'ai un ordinateur qui fait beaucoup plus de bruit avec juste un ventilateur, un seul dans pratiquement tout le PC, un ventilateur Noctua qui malheureusement n'est pas thermorégulé, parce que je sais pas pourquoi, il a un câble de 10 cm de long, et comme j'ai pas de rallonge, j'ai laissé ça comme ça, et je l'ai branché à la prise la plus proche, qui est une prise non thermorégulée, et ça fait pas beaucoup de bruit, parce que c'est un ventilateur Noctua relativement silencieux, mais malgré tout, ça fait beaucoup plus de bruit que cet ordinateur-là. Donc voilà, donc la quantité de ventilateur ne fait pas le bruit, parce que c'est en gros le ventilateur le plus bruyant qui va passer au-dessus de tous les autres ventilateurs. Et là, en l'occurrence, le ventilateur le plus bruyant, c'est le petit ventilo ici. Ce petit ventilateur fait un bruit épouvantable par rapport au reste, mais malgré tout, reste suffisamment silencieux pour pas qu'on se dise oh là là, mon dieu, c'est n'importe quoi, ça on dirait un aspirateur ou je ne sais pas quoi. Non. Bon, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai un peu massacré une des attaches de ce ventilateur en le vissant, parce qu'il est pas fait pour le bon diamètre, enfin ce diamètre-là de vis, mais bon, à part ça. Ensuite, ça, bien sûr, c'est débile, hein, le fait de mettre deux ventilateurs l'un au-dessus de l'autre. Je pense que vous voyez bien de quoi je parle, là. Regardez, il y a un ventilateur noir et un ventilateur transparent en face. Les empiler l'un sur l'autre ne sert absolument à rien. Franchement, c'est complètement débile, surtout si vous prenez deux ventilateurs qui n'ont pas la même vitesse ou la même poussée d'air, tout simplement, parce qu'il y en a un qui va tout simplement faire tourner l'autre plus vite, pendant que l'autre est en roue libre, quoi. Si vous faites ça avec deux ventilateurs impuissants et un qui est carrément à l'arrêt, quoi, un qui est en panne, par exemple, eh bien le premier va faire tourner le deuxième au bout d'un moment s'il souffle suffisamment fort. Donc ça n'a aucun putain d'intérêt. Ensuite, ce petit ventilateur-là, vous avez peut-être vu dans la vidéo qu'il était carrément à l'arrêt, quoi. Il ne tournait pas, alors je suppose qu'il est en panne, hein, j'en sais rien du tout. C'est un ventilateur qu'on m'a donné dans un colis, et j'ai pas pris le temps de le tester avant de le monter dans le boîtier. Je me suis rendu compte qu'il ne marchait pas. Donc voilà, c'était pas fait exprès à l'origine d'avoir un ventilateur qui est dedans et qui ne tourne même pas. Donc voilà, bon, si vous le saviez pas, ou si vous l'avez pas vu, oui, il y avait un ventilateur dedans qui marche même pas. Ensuite, dans le genre complètement débile, il y a ici quelques cartes qui ne sont même pas reliées à la carte mère, parce que la carte mère descend pas jusque là. Alors ça, bon, bien sûr, c'est complètement stupide, mais je vais vous décrire les cartes qu'il y a là-dedans. Et bien en fin de compte, c'était un troll dans le troll, parce que en dehors de cette carte, c'est juste une carte USB 2 supplémentaire qui se branche en PCI, et il n'y a même pas de PCI standard à l'intérieur de cette carte mère. En dehors de ça, il s'agissait que de cartes qui n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Genre ça, c'est par exemple le truc qui permet d'utiliser le néon, mais bon, ça, on s'en fout. Mais surtout, il y a des cartes avec une utilité un petit peu sympathique. Ça, c'est un contrôleur de ventilateur, que je sais pas trop exactement comment ça fonctionne d'ailleurs, parce que je l'ai pas essayé, mais ça faisait partie du projet au départ. Je voulais utiliser ça pour relier certains ventilateurs, et je me suis dit, ça serait encore plus ridicule de brancher tous les ventilateurs là-dedans et laisser ça dedans et ne même pas s'en servir. Mais ça peut être une solution, par exemple, pour avoir un peu moins de fils qui traversent partout dans le boîtier pour pouvoir brancher ces ventilateurs. Et ensuite, il y a ceci qui est encore une carte
qui elle aussi n'a pas besoin d'être reliée à la carte mère pour fonctionner. En fait, ça se met ici, vous avez un external serial ATA que vous branchez dessus, et ça vous fait un duplicateur de port SATA de l'autre côté, avec un petit composant ici qui doit gérer une forme de RAID ou je ne sais pas quoi. Ça se relie ensuite à l'alimentation par cette prise-là, là, ici. Comme quoi, on peut quand même avoir une carte mère micro ATX ou ce genre de truc qui va pas jusqu'en bas du boîtier. Les deux derniers ou je ne sais pas quoi, là, qui seront jamais utilisés de petits slots, etc., dans un boîtier standard grande taille, peuvent quand même éventuellement servir à quelque chose, comme je vous l'ai dit par exemple, pour ce genre d'accessoires ou ce genre de trucs qui de toute façon, dans tous les cas, si on avait une carte mère qui va jusqu'au bout, passerait au-dessus d'un emplacement utilisable, entre guillemets, donc voilà. Alors ensuite, c'est pas parce qu'on a une petite carte mère qu'on peut pas mettre une grosse carte graphique, parce que de toute façon, ça passe au-dessus du bas de la carte mère. Et une carte mère de petite taille ne veut pas forcément dire une mauvaise carte mère. Ah, ça, c'est clair qu'il peut y avoir des cartes mères de cette taille-là, où dessus, on peut mettre le dernier Core i7, enfin voilà quoi. Ça existe, des cartes mères de petite taille pour des petits PC sur lesquels on peut mettre un extrêmement gros processeur dessus, une quantité de RAM phénoménale ou ce genre de choses. Cette carte mère fait partie de ces cartes mères-là. C'était en fait un petit piège. Cette carte mère n'est pas si mauvaise que ça. Alors bon, c'est une carte mère qui vient avec un PC de marque, entre guillemets, hein, ce qui est le truc habituel. Et voilà, elle contient le strict minimum en serial ATA. Ça c'est clair, son seul défaut, c'est qu'elle a que 2 serial ATA, d'où le petit implant supplémentaire ici, qui permet de brancher plus de serial ATA, en utilisant l'external serial ATA, parce qu'elle a un 3e serial ATA dehors. Mais sinon, elle a 3 ports de RAM, 4 ports de RAM, je veux dire, au lieu de 2, comme il peut y avoir généralement. Et elle a de quoi mettre quelques extensions, hein, comme vous l'avez vu, un mini PCI ici, là, un PCI Express 1X, et un PCI Express complet, hein, 8X, 16X même, je veux dire, pour une carte graphique. Oui, c'est bien du 16X, hein, c'est bien du 16X, hein, il y a l'intégralité des broches disponibles et reliées, hein, c'est pas tant de la merde que ça. Par contre, mettre ça dans un si gros boîtier est quand même un petit peu inutile. Un boîtier micro ATX maximum serait largement suffisant. Donc voilà, le type de processeur qu'on peut mettre dessus au maximum, ce sont des quad-core identiques à ce que pouvaient être les Core i7 920 et ce genre de trucs, hein. C'est des Core i5 entre guillemets, mais la seule chose qui les distingue des Core i7 qu'il y avait sur les sockets 1366, c'était le fait que, eh bien, il n'y avait pas l'hyperthreading, il me semble, même si je suis même pas sûr qu'il n'y en ait pas des versions avec. Mais surtout le truc, c'est que, eh bien, ils utilisaient que 4 barrettes de RAM maximum en dual channel, au lieu d'avoir le triple channel et 6 barrettes de RAM. Bon, ça change absolument rien en termes de performance. Ça change absolument rien non plus en termes de quantité de RAM, parce que avec 4 ports RAM comme ça, on peut aller jusqu'à 32 gigaoctets de RAM, je pense pas qu'on ait besoin d'autant. Donc cette carte graphique, c'est une vieille carte graphique, hein. Il y a rien de... Je l'ai juste pris à cause du look complètement ringard de la carte graphique et complètement nul. Pour vous resituer le truc, c'est une HD 2900 Pro avec 512 mégaoctets de mémoire graphique. C'est de la GDDR3. Voilà, rien de spectaculaire du tout, hein. C'est même une carte graphique complètement dépassée aujourd'hui, et surtout une carte graphique qui chauffe et qui consomme énormément par rapport aux performances qu'elle donnerait aujourd'hui. On peut avoir pratiquement les mêmes performances sur une carte graphique passive très facilement trouvable pour une vingtaine d'euros, Donc ensuite ici vous pouvez voir le bidouillage pour pouvoir utiliser, étant donné qu'il n'y a pas d'USB 3 sur cette carte mère, pour pouvoir utiliser de l'USB 3 en façade, j'ai pris tout simplement, enfin de l'USB 3, pour pouvoir utiliser les ports USB 3 qui sont en façade, mais en USB 2 et pouvoir booter dessus du coup, eh bien j'ai utilisé un adaptateur qui transforme le header USB 3 en header USB 2. Si vous ne le savez pas, ça existe, et c'est vachement pratique, donc... essayez de vous en procurer un si vous avez par exemple une carte mère relativement ancienne et que vous voulez utiliser les ports USB de façade de telle manière que vous puissiez booter dessus. Ça fait pas de mal quoi d'avoir un port USB bootable en façade tout de même. Alors ensuite, vous avez la mémoire vive. Alors la mémoire vive, tout le monde a dit « Oh là là, que des barrettes différentes et tout ça ». Eh bien, le truc, c'est qu'avec des barrettes différentes, on peut malgré tout obtenir exactement les mêmes performances qu'avec 4 barrettes identiques. En réalité, le truc qu'il faut regarder, c'est juste si ce sont des barrettes de capacité identiques, et enfin, qu'il y ait 2 paires de capacités identiques,
et avec plus ou moins les mêmes caractéristiques. Et dans ce cas-là, si c'est pas exactement les mêmes caractéristiques, ça va prendre celle des deux qui est la moins rapide, et ça va mettre les mêmes caractéristiques sur la deuxième. C'est pas grave du tout, et vous perdrez presque rien. Il faut savoir que les vitesses de mémoire vive, oui, ça démarre comme ça d'ailleurs, voilà. Sauf que j'ai fait un truc encore plus stupide, c'est que j'ai pris les barrettes... J'ai neutralisé le dual channel en fait en mettant une barrette de 4 gigaoctets avec une barrette de 2, une barrette de 2 gigaoctets avec une barrette de 4 sur 2 canaux comme ça, de telle manière qu'en fin de compte, le dual channel en fait ça marche en mettant 2 barrettes identiques dans 2 canaux différents pour pouvoir les coupler en deux, ensemble quoi. Et en gros, en les couplant ensemble, ça fait que ça met la moitié des données sur l'une et sur l'autre, mais pour faire ça, il faut qu'elles soient de la même vitesse et qu'elles soient de même capacité. Si vous avez une de 4 et une de 2 branchées sur les 2 canaux en même temps, bah il y a des optimisations qui font que ça peut quand même utiliser un partiel dual channel jusqu'à ce que celle-là soit pleine jusqu'à 2 et que l'autre soit pleine à craquer. Mais ça c'est complètement... ça neutralise quand même une petite partie de performance. Mais même en faisant n'importe quoi avec votre RAM, comme ça, comme je l'ai fait ici, vous perdez au maximum 4% de performance, ça ira jamais au-delà de ça. Donc un truc qui aurait été mieux à faire, c'est de prendre cette barrette qui est une 4 et de l'associer avec celle-ci qui est une autre 4 dans les ports de la même couleur, comme ceci, et ensuite prendre les deux de 2 gigaoctets et de les mettre comme cela, c'est-à-dire en gros sur les ports là aussi de la même couleur. Et de cette manière-là, on bénéficie du dual channel, malgré que ce sont des barrettes de RAM complètement chelous et venant d'un peu partout. En gros, si vous avez des fonds de tiroir en barrette de RAM, faire ça n'est pas trop grave, du moment que vous regardez à peu près ce que c'est comme barrette au niveau des caractéristiques. Et là, vous avez du coup une 4 avec une 4, une 2 avec une 2, et qui utilise... toutes les 4 sont de la DDR 1600. Donc voilà, ça marche comme ça, malgré que ce soit complètement dépareillé, quoi. Et bien entendu, il n'y a absolument aucun problème à faire ce que je suis parti faire actuellement, c'est-à-dire enlever toutes les barrettes, voilà, faire en sorte qu'il y ait 2 paires différentes, comme celle-là par exemple, une paire venant d'avant, que vous avez acheté précédemment, ensuite vous voulez faire une upgrade et vous achetez une paire de celle-là par exemple, et ensuite, voilà, de cette manière-là, ça se voit pas forcément, mais vous voyez que les 2 canaux en port numéro 1 sont utilisés par les mêmes barrettes, les 2 autres canaux en port numéro 2 sont utilisés par 2 autres barrettes, elles sont certes de marques différentes et d'années différentes, mais si vous regardez, les caractéristiques sont plus ou moins les mêmes, et ce sont 2 4 gigaoctets et 2 autres 4 gigaoctets, mais ça pourrait être 2 4 gigaoctets et 2 gigaoctets, ça pose aucun problème, parce que du moment que c'est une paire et une autre paire, ça fait exactement pareil que si vous aviez 4 barrettes exactement identiques, comme par exemple 4 bleus ou 4 rouges, là comme ça changerait absolument rien. Donc en gros, ne soyez pas parano avec la RAM, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça marchera très très bien quoi qu'il arrive, et au pire vous perdez 4% de performance. Et là en l'occurrence, en faisant ça, ou en mettant 4 identiques, vous gagnez genre 0,1% de performance au maximum, hein. Vraiment ça sert à rien de se prendre le chou. Et oui, donc ça peut être considéré comme une sorte de faux troll. En réalité, il y avait absolument rien à paniquer par rapport à la RAM complètement dépareillée de l'ordinateur. Certes, ça fait pas très joli, hein, si vous voulez faire juste une configuration esthétique, c'est pas forcément génial, mais ça ne change presque rien. Et si vous avez que ça sous la main, et franchement, ça ne fera absolument aucun problème. Ensuite, je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a une vis qui est vissée à rien du tout. C'est juste parce que je voulais pas perdre la vis, alors je l'ai mise là. Donc ça, c'est encore, voilà, juste pour pas la paumer, quoi. Une vis pour mettre une plus grande carte mère. Parce que cette carte mère utilise que, je crois que c'est 5 vis, même pas 6. Parce que sur ce boîtier-là, il y a ici, normalement, on peut mettre une vis, mais là, c'est juste une sorte de petit piquet. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait comme ça. Je n'ai pas relié tous les trucs de la façade, parce que comme c'est un truc propriétaire, il faut piocher au hasard jusqu'à ce qu'on trouve tout ce qui va, etc. J'ai eu la flemme de faire ça, mais si c'était une configuration que j'aurais pas redémontée quelques jours plus tard, je me serais amusé à le faire, bien entendu. Ensuite, vous avez juste le démontage de la carte mère, que je pourrais faire éventuellement en vidéo, mais je vais pas le faire parce que bon,
Voilà, c'est casse-pied, je vais pas démonter non plus le water cooling, même si je vais le démonter verbalement dans un instant. L'alimentation, ça par contre je suis parti pour l'enlever parce que c'est vraiment de la merde. Ça clairement, ça on peut pas en dire autre chose. Alors pour enlever cette alimentation déjà je dois enlever le ventilateur qu'il y avait en bas qui tenait que à une vis pour information que j'avais coincé là. Ça m'étonne déjà qu'il est rentré parce que en fait j'y croyais pas, je l'ai juste essayé, je me suis dit ah ça rentre, bon bah je le mets pour la vidéo. Donc voilà, un ventilateur énorme en bas, ce qui sert à rien du tout, hein, franchement... Donc vous avez très certainement remarqué que la ventilation de l'alimentation était vers le haut du boîtier. Alors ça, certaines personnes vont dire que ouais c'est pas bien et tout ça, il vaut mieux la mettre dans ce sens-là, etc. Enfin c'est-à-dire vers le bas, etc., etc. Mais en fin de compte, franchement, ça ne change rien du tout de la mettre dans un sens ou dans l'autre. Si vous la mettez vers le haut, d'ailleurs le boîtier, enfin tous les boîtiers on tout simplement vous laisse la possibilité de choisir si vous voulez la mettre vers le haut ou vers le bas. Du coup, faites comme vous voulez, tout simplement. Vous pouvez choisir. Donc la mettre vers le haut permet d'aérer un peu mieux l'intégralité du boîtier à l'intérieur. Et parce que en fait c'est un ventilateur d'aspiration qu'il y a sur les boîtiers d'alimentation, ça souffle sur les composants et ça aspire l'air de l'intérieur du boîtier. Donc non, vous n'envoyez pas de l'air chaud dans le boîtier via cette grille-là, contrairement à ce que certains noobs peuvent penser. Donc non, si vous le mettez vers le haut, vous n'allez pas réchauffer l'intérieur du boîtier, vous allez au contraire le refroidir, ça va aspirer de l'air et le faire sortir de l'autre côté. Donc ça peut être une bonne idée. Et un deuxième truc, c'est que si vous la mettez vers le bas et que vous avez un boîtier qui n'a pas de filtre en dessous, ou que le filtre en dessous n'est pas suffisant, vous allez aspirer toute la poussière et remplir votre alimentation de poussière. Donc parfois, il n'est pas une bonne idée de mettre l'alimentation dans ce sens-là, sur certains boîtiers. D'ailleurs, il peut y avoir aussi des boîtiers d'alimentation qui sont plus longs que la moyenne, enfin plutôt dans ce sens-là d'ailleurs, plus longs que la moyenne, et le ventilateur risque de ne pas être aligné avec les ventilations que vous avez, enfin les aérations qui ont été percées en dessous du boîtier, le boîtier du PC, quoi. Donc parce que du coup, ça aspirera à travers une plaque de métal plein sans aucun trou. Genre j'ai une alimentation Corsair qui est comme ça, qui a ce problème. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas applicable de la mettre dans ce sens-là. Donc non, il n'y a pas de honte à le mettre dans l'autre sens. Vous voyez l'alimentation Advance, hein, franchement une horreur. Hein. Au niveau des câbles, ce qu'il y a comme connectique, c'est pas honteux, mais au niveau du diamètre des câbles et le fait que ça utilise dedans, non pas du cuivre, mais je sais pas ce que c'est, un alliage qui est gris, comme de l'aluminium, donc je sais pas ce que c'est, mais je veux pas savoir, c'est complètement nul. Les câbles chauffent. Vous savez, j'ai pris toute l'alimentation d'une seule et unique prise Molex là-dedans. Et franchement, ça c'est dangereux. Ne faites pas ça. Ne prenez pas une seule et unique prise Molex pour brancher tout. Déjà, ça c'est certain, c'est limite dangereux, vous allez faire chauffer les câbles. Mais encore pire si vous avez des câbles aussi fins et aussi pourris que ceux d'une alimentation Advance. Là, littéralement, le câble chauffé à cause de la carte graphique. Parce que la carte graphique, c'est ce qui consomme le plus dans cet ordinateur. Hein. Les ventilateurs, ça consomme rien. Un SSD, ça consomme rien. Le processeur lui-même consomme pas grand-chose. Vraiment, ce qui consomme le plus, en dehors de l'alimentation qui doit avoir un rendement à chier, la seule chose qui consommait vraiment, c'était la carte graphique. Même en veille, cette carte graphique chauffe énormément parce que sous Linux, elle n'a pas de power management. C'est une carte trop haut de gamme et qui est restée trop peu de temps sur le marché pour que ce soit vraiment intéressant d'avoir développé dans le pilote libre, hein, pas dans le pilote propriétaire, parce que lui, là, il y a le power management, pour qu'il y ait ce genre de petits trucs, surtout qu'elle fait pas de bruit, même quand elle chauffe à mort. Hein. Elle est plutôt bien faite, cette carte graphique. Mais bon, voilà, elle consomme plus que si elle fonctionnait avec le pilote venant de chez AMD eux-mêmes. Et franchement, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien pour optimiser l'énergie. Et donc cette alimentation-là siffle. Vous savez, les ventilateurs font beaucoup de bruit dans ce truc. Sans plus, hein. Il y avait le petit ventilateur qui faisait un bruit, voilà, bon. Eh bien, on entendait le sifflement à travers le bruit. C'était ça qui faisait le plus de bruit, en fait. Dès que l'ordinateur était éteint, l'alimentation se mettait à faire un sifflement extrêmement désagréable, genre ultrason. Donc ça c'est une alimentation de merde, hein, comme toutes les alimentations Advance, hein, de toute façon. Et bon, ça c'est un spectateur qui me l'a envoyé. C'est censé être une 750 watts. C'est une honte parce que c'est complètement faux. Si on regarde le 12 volts, ils disent 20 ampères x 2. Ok, ça correspond à...
ce qu'il pourrait y avoir logiquement dans une 450 watts maximum. Je dirais 450 watts maximum, une vraie 450 watts, je veux dire. Sauf que, bien sûr, je suis sûr que tu peux tirer ça dessus et elle pète avant, comme j'ai pu le montrer dans une vidéo où je faisais péter des alimentations Advance du même style. D'ailleurs, elles sont conçues de la même façon, alors qu'elles sont plus récentes. Et autrefois, ils disaient 500 watts, maintenant ils disent 750. C'est la même alimentation dedans, c'est juste que le mytho est encore plus gros, parce qu'il faut croire que c'était pas encore assez gros, ça passait pas encore assez bien. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'un seul truc, c'est le water cooling. Alors vous avez vu que les ventilos, j'ai fait n'importe quoi, j'en ai mis un dans un sens, un dans l'autre, un dans un sens. Ça n'a aucun sens, il n'y a franchement aucun intérêt à faire ça. À part si là, par contre, l'arrivée d'air est pas suffisante pour que ça marche comme il faut. Alors pousser de l'air dans ce sens-là, puis le réexpirer de l'autre côté pour que ça... Mais là, encore une fois, c'est un problème du boîtier et pas un problème du water cooling, et c'est un problème complètement débile, quoi. Logiquement, il ne devrait pas y avoir ce problème-là. Encore une fois, je sais même pas à quoi pourrait servir de pousser de l'air chaud pour le réaspirer dans l'autre sens, de toute façon. Donc, voilà, c'est complètement stupide. Complètement. Et la petite grille rétro dégueulasse, là, venant d'une alimentation Advance, d'ailleurs, si ça se trouve, c'est juste une blague, hein. Franchement, ça sert à rien, là encore. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant à dire à propos de ce water cooling ? Ce water cooling, je l'avais reçu dans un colis, où en gros, on m'avait envoyé des pièces chères, mais des pièces qui, pour certaines, étaient très chères, mais très, très, très pourries. Il y avait ce boîtier parmi ces trucs-là. Ce boîtier n'est pas non plus très 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 pourri, mais il est vraiment pas terrible pour le prix qu'il coûte, étant donné que c'est un Define R5 où on aurait déjà enlevé les racks à disque dur de base, et avec 2 prises USB en moins. Donc aucun intérêt de prendre ce boîtier qui coûtait le même prix que le Define R5, le vrai qui marche bien. Et donc aucun intérêt, ce boîtier n'a aucun intérêt. Mais donc un autre truc intéressant, c'est ce water cooling. Ce water cooling est une putain de honte. J'ai essayé de voir si tout était bien vissé et tout ça. Tout est parfaitement bien vissé. Ce water cooling fuit. Il perd de l'eau. Mais on sait pas d'où d'ailleurs. Hein. C'est pas du radiateur, c'est pas des tuyaux, j'ai pas l'impression, ou je sais pas quoi. C'est une fuite très subtile qui ne pose aucun problème pour les composants, sauf la surchauffe, parce que au bout de 6 mois, il y avait tellement plus d'eau dedans que la pompe ne faisait qu'envoyer des bulles à l'intérieur du water cooling, enfin du radiateur du water cooling. Du coup, avec ce water cooling au bout de 6 mois, on a de moins bonnes performances en termes de refroidissement qu'avec le truc de base donné avec le processeur, même peut-être encore moins bien qu'avec le truc de base qu'il y a de... Non, vraiment, largement moins bien que le truc de base, hein. Vraiment, clairement, c'est horrible. Et n'en parlons pas si on parle d'un Hyper 212 Evo, qui est largement suffisant pour même carrément commencer à faire de l'overclock de relativement haut niveau. Ce truc-là est censé être du coup un bon water cooling, entre guillemets, mais même avec de l'eau dedans, rempli à fond. Donc oui, je rajoute de l'eau dedans parce que je vais pas me faire chier, c'est un water cooling de merde, je vais pas aller chercher un produit spécial machin, ou ramener de l'eau distillée ou je ne sais pas quoi, mon eau est pas très calcaire, donc j'ai foutu de l'eau dedans, on s'en bat les couilles. Donc bref, je fous de l'eau là-dedans, les performances de refroidissement sont certes bien meilleures, mais ça reste pas terrible du tout. Ça se fait water cooling modulaire où on peut changer les emplacements où vont les tuyaux, etc., etc. Mais en réalité, ce truc est moins bon que le pire water cooling un seul bloc qui se met à l'arrière, là, comme ça, par exemple, que vous pouvez trouver pour pas cher. C'est même moins bon qu'un air cooler standard. D'ailleurs, l'intégralité des water cooling que j'ai pu utiliser était plus ou moins dans les mêmes niveaux de performance qu'un bon air cooler, genre un petit Noctua, ou même un gros Noctua d'ailleurs, ou des trucs de genre, en air. Donc c'est juste pour le look, le water cooling. Mais là, en l'occurrence, c'est pour le look, pour le fait de re-remplir le truc d'eau tous les 3 mois, et pour le fait d'avoir vraiment clairement des performances de refroidissement nul à chier. Il y avait un AMD FX là-dessous, je suis désolé, il est mieux refroidi avec le petit ventirad merdique qui est donné avec, pas le bon là, celui-là qu'ils ont sorti quelques mois après la sortie du AMD FX. Non, celui-là d'origine, celui-là qui était tellement pourri que le processeur était à la limite de surchauffer sans l'overclocker du tout, quoi. Enfin voilà, le truc merdique, quoi. Et ben, c'est moins bon que ça, quoi. Je suis désolé, ce truc est mal foutu. Et pourtant, j'ai vérifié, hein, la pompe fonctionne comme il faut, il y a vraiment un flux d'eau, etc. Le radiateur chauffe, mais seulement en haut.
va comprendre, pourtant il est pas bouché, hein, je pense pas, ou alors c'est placebo en fait, le circuit d'eau s'arrête là, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, Raijin Tech, pour moi, ils testent pas assez bien leurs produits. C'est vraiment juste de la grosse merde. Et les water cooling, de toute façon, je vous le dis tout de suite, à moins que vous ayez envie de faire un PC avec un look particulier, où il y a un énorme vide ici, qui ça vous plaît, je sais même pas pourquoi, voilà, bon bah, faites comme vous voulez. Mais moi, personnellement, je préfère encore le gros radiateur qui passe par-dessus la mémoire vive et tout ça, et qui montre que l'espace qu'il y a ici n'est pas en pure perte. Parce que ne pas utiliser cet espace ici, de toute façon, ça revient à acheter un boîtier plus haut ou plus long pour pouvoir mettre de toute façon un radiateur ici, ou au pire mettre un radiateur ici et un boîtier normal, mais vous aurez qu'un petit water cooling de rien du tout, qui est largement suffisant, hein, soit dit en passant, ça revient au même qu'un Hyper 212 Evo ou des trucs même un peu mieux que ça, donc bon voilà, il n'y a aucune raison non plus de se dire oh là là c'est trop petit d'avoir qu'un seul radiateur, non ça marche largement suffisamment. Mais bon, voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire ? Bah, rien de spécial, en fait. Juste... Ah oui, regardez comment j'ai foutu de l'autre côté le disque dur, et vous montrer ce que c'est comme SSD, parce que c'est vrai que c'est un peu de la merde, quand même. Parce que oui, au cas où que j'en parle en vidéo, au cas où que je le laisse au montage, j'avais aussi fait en sorte que ce soit le plus ridicule possible de l'autre côté du PC, quoi. Vous voyez que j'ai utilisé un adaptateur... Il y a des serial data hein, dans l'alimentation, donc il n'y a aucune raison d'utiliser cette espèce d'adaptateur Molex vers serial data, et encore moins de raison pour les empiler l'un sur l'autre, à part une raison bidon que j'allais dire dans la vidéo, du style que je prévois les upgrades et que voilà, bon, bref. Donc raison bidon. Là j'avais visiblement caché les prises que j'avais pas mis en façade de l'autre côté, tiens je me rends compte, j'ai fait un peu de cable management. Le câble serial data est toujours aussi long, hein. Franchement je sais pas, la personne qui m'a envoyé ce câble serial data, je sais pas où il l'a trouvé, mais il fait littéralement plus d'1 mètre de long. Je sais pas qui aurait besoin d'un serial data aussi long, mais c'est pas moi en tout cas. En tout cas ça m'amuse ce câble, voilà. Donc bref, et le SSD que j'ai mis dedans, c'est ce magnifique Luo Silk 120 gigaoctets qui essaye de se la faire Kingston. Hein, si vous regardez les SSD Nao V100 ou V300 je veux dire, eh bien vous avez exactement la même police, etc. Moi, à la part que ces deux trucs ont été inversés. J'avais fait une vidéo sur les SSD No Name, ça date de cette vidéo là. Enfin voilà, c'est ce qu'il y avait à dire sur ce PC que j'avais monté n'importe comment pour le 1er avril. Donc voilà, encore une fois, salut à tous et à la prochaine!